À Hambourg, Axel découvre avec son oncle, le professeur Lidenbrock, un manuscrit ancien qu'il réussit à déchiffrer. Ce document témoigne d'une expédition effectuée au XVIe siècle. Un alchimiste aurait réussi, en descendant par le cratère de Bolkoite, en Islande, à atteindre le centre de la Terre. Rapidement, les deux hommes décident de tenter de nouveau la même expédition. Ils se font accompagner dans leur périple par un guide islandais. Ils découvrent un univers très étrange en parcourant ces obscures contrées. Des animaux préhistoriques qui se battent entre eux, un être à mi-chemin entre l'homme et le singe, ainsi que bien d'autres étonnantes surprises. Une immense mer souterraine les oblige à continuer leur chemin au moyen d'un radeau de fortune. C'est cette même mer qui, se déchaînant en une terrible tempête, les expulsera des entrailles de la terre par un volcan en pleine activité. Le voyage qu'entreprennent les trois hommes a tout du voyage initiatique. Sa fin marquera d'ailleurs pour Axel, le narrateur, le début de la vie adulte. À ce retour au pays, il épousera en effet sa fiancée. Tout se passe comme si cette expédition avait consisté pour lui en une épreuve destinée à marquer la fin de son adolescence. Comme dans tous ses autres récits, Jules Verne se sert ici d'une intrigue pour présenter les connaissances scientifiques les plus avancées de son temps. Cependant, ce texte diffère des autres, car à mesure que l'expédition s'enfonce dans les profondeurs du globe, les éléments réalistes laissent progressivement la place au fantastique et parfois même à la magie. Ces éléments irrationnels permettent de rapprocher le texte des rites d'initiation ancestraux qui sont le dénominateur commun de toutes les sociétés. Tenter de rejoindre le centre de la Terre, c'est donc, en quelque sorte, rechercher l'essence de l'homme. Voyage au centre de la Terre est le deuxième roman de la série désormais célèbre des voyages verniens. Il est radicalement différent de 5 semaines en ballot qui le précède immédiatement. Alors que le premier roman est une mise en scène divertissante mais purement illustrative des connaissances géographiques de l'époque, le second roman délire presque de bout en bout, dépassant largement le but assigné au vulgarisateur que Jules Verne a apparemment accepté d'être. On est donc amené à penser qu'entre les deux romans, un bouleversement profond, souterrain, a soulevé chez l'écrivain des forces jusque-là enfouies, dont l'émergence a permis de constituer ce nouveau continent, l'univers vernien. À travers les taches des schistes colorés de belles nuances vertes, serpentaient des filets métalliques de cuivre, de manganèse, avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours, les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ces jets de feu sous tous les angles, et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. C'est un 4 décembre 1999 qu'a été découverte la grotte de Naica, au Mexique. Alors que 2 mineurs perçaient un nouveau tunnel d'aération, ils débouchèrent par hasard sur une exceptionnelle grotte de cristaux, appelée aujourd'hui grotte de Naica, où s'hérissent les plus grands cristaux jamais répertoriés au monde. Un lieu étonnant à découvrir pour quiconque entreprend un voyage au Mexique.
D'une beauté magnifique, ces grottes font partie des plus grandes découvertes géologiques de ces dernières années. L'une de ces grottes, à 300 mètres de profondeur, possède les plus grands cristaux du monde. Des monstres de 11 mètres de haut, 4 mètres de diamètre et d'un poids de 55 tonnes. Dans un article datant de 1932, le fameux géologue américain Charles Palach se demandait jusqu'à quelle taille peuvent croître les cristaux et pourquoi. À l'époque, on n'avait guère accès qu'à des cristaux de taille modeste, dont on imaginait alors un seuil, au-delà duquel les cristaux ne pourraient plus se former. La découverte de la mine de Naïka a changé la donne. Il apparaît que les cristaux peuvent se développer tant que les conditions de croissance sont réunies, et ce, même jusqu'à des tailles tout à fait imposantes, jamais relevées jusqu'alors. Comme nous venons de le voir, Jules Verne décrit, dans Voyage au centre de la Terre, une grotte aux cristaux géants qui n'existait en réalité nulle part sur Terre jusqu'à la découverte au début des années 2000 de tels cristaux au Mexique, dans la mine de Naïka. Selon Stein Erik Luritzen, professeur de géologie à l'université de Bergen, en Norvège, le processus de formation des cristaux géants remonte d'après la datation à l'uranium-thorium à près de 600 000 ans. Il s'est interrompu lorsque l'homme a vidé les caves de leurs eaux. Les cristaux de la caverne aux cristaux géants ont ainsi arrêté leur croissance en 1985. L'homme et les nouvelles conditions constituent non seulement une rupture de la croissance du cristal, mais également une menace. Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fait, doré, parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'y brisaient avec un murmure sonore particulier au milieu clos et immense. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré et quelques ombres m'arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à 100 toises environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui bottaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage. À Guiana, au Brésil, en 2008, un scientifique a fait une découverte digne de chapitre de Voyage au centre de la Terre. Un minéral extrêmement rare a convaincu des chercheurs qu'il existait un immense réservoir d'eau situé à des kilomètres sous terre. Le minéral en question s'appelle la ringwodite, qui se fabrique lorsque l'olivine est sous haute pression. La ringwodite a déjà été découverte dans des météorites et synthétisée dans un laboratoire, mais c'est la première fois qu'un scientifique en trouve dans un échantillon d'origine terrestre. Les conditions de température et de pression nécessaires à la formation de la ringwodite impliquent que ce diamant provient d'une zone du manteau terrestre située entre 410 et 660 km, nommée zone de transition. En analysant sa profondeur et sa composition, le géophysicien Pearson a suggéré que de l'eau se trouvait dans le manteau terrestre. Selon une analyse réalisée par Hans Kepler de l'université de Bayreuth, cette découverte confirme la thèse des scientifiques qui suggéraient
qu'un réservoir d'eau dont la taille était comparable à celle de tous les océans réunis se trouvait dans le manteau terrestre. Comment un morceau de ringwoodite qui se trouve au moins à 650 km de profondeur a-t-il pu se retrouver dans une rivière du Brésil? Sachant que personne n'est à la recherche de roches volcaniques, Hans Kepler suggère qu'une éruption volcanique l'aurait fait remonter à la surface. Par pure coïncidence, personne n'a pu l'analyser avant que la ringwoodite ne reprenne une autre forme. Comme c'est souvent le cas dans le monde scientifique, cette découverte est un gros coup de chance, a déclaré Pearson. Grâce à lui, on peut désormais imaginer de vastes océans sous nos pieds où vivraient d'incroyables créatures sous-marines. Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui se rapprochent. D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les deux monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux monstres aux prises. Soudain, l'Ichthyosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots. Plusieurs minutes s'écoulent. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer? Tout à coup, une tête énorme s'élance au dehors. La tête du Plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace. Seulement, son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, saigle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable. Elle nous aveugle. Mais bientôt, l'agonie du reptile touche à sa fin. Ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent et son long trosseau de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Pour extraordinaire que cela puisse paraître, plusieurs témoignages font état de l'existence d'un animal inconnu aux confins du Congo et du Zaïre. Deux savants américains, James L. Powell et Roy McCall, ont annoncé leur intention de partir en Afrique centrale afin d'y chasser le dinosaure. Celui-ci est décrit tant par les indigènes actuels que par les voyageurs d'autrefois, missionnaires français ou savants allemands, comme étant de la taille d'un éléphant avec un long cou flexible, une longue et forte queue ressemblant à celle des crocodiles et des pieds griffus. L'animal vivrait dans les lacs et les marécages de cette région encore mal explorée. En dialecte local, les indigènes le nomment parfois Mokele Membe, parfois Nyamala, et certains spécialistes pensent qu'il pourrait s'agir d'un dinosaure né ayant la forme d'un petit brontosaure et qui aurait vécu là jusqu'à nos jours. James Powell a recueilli plusieurs témoignages, dont l'un des plus importants remonte à 1959. À cette date, un animal aurait été tué parce qu'il effrayait les naturels qui vivaient près du lac Télé, au Congo. La bête fut coupée en morceaux et l'opération aurait été longue en raison de la dimension de son cou et de sa queue. L'affirmation la plus ancienne provient d'un missionnaire français, l'abbé Bonaventure Proyard, qui en parle dans son histoire de Loango, Kalongo et autres royaumes d'Afrique, rédigée d'après les mémoires des préfets apostoliques de la mission française, publiée en 1776. Voici le récit de l'abbé. Les missionnaires ont observé, en passant le long d'une forêt, la piste d'un animal qu'ils n'ont pas vu, mais qui doit être monstrueux. Les traces de ses griffes s'apercevant sur la terre et y formant une empreinte d'environ 3 pieds de circonférence. En observant la disposition de ses pas, on a reconnu qu'il ne courait pas et qu'il portait ses pattes à la distance de 7 à 8 pieds les uns des autres.
2,50 m environ. À cette époque, il n'était pas encore question de dinosaures. Leurs fossiles ne seront découverts qu'un demi-siècle plus tard. Le grand Livingstone lui-même, en 1855, au moment où il découvrait les chutes Victoria sur le Zambèze, se demandait si le monstre dont parlaient les indigènes locaux, les Barotse, ne pourrait être le représentant tardif de traditions relatives à des animaux qui n'existent plus. En 1952, un livre fort sérieux rapportait les confidences d'un garde qui aurait aperçu à la frontière du Soudan et de l'Éthiopie un animal mystérieux ressemblant à un énorme lézard de 4 mètres de long, à la tête de saurier et dont l'échine et la queue étaient recouvertes d'une haute crête de piquant. Or, détail extrêmement troublant, cet animal laissait derrière lui des traces de pieds à 3 doigts qui sont caractéristiques chez les reptiles des seuls dinosaures. Ce sont ces rumeurs qui ont incité James H. Powell à se rendre sur place. Cet Américain est bien le contraire d'un plaisantin. Zoologue spécialisé dans l'étude des serpents et la protection des crocodiles, il s'est intéressé aux problèmes posés par la survivance de certaines espèces de dinosaures. Il effectua à cet effet un premier voyage en Afrique en 1973, puis un second en 1976. Au Gabon, il interrogea les indigènes et mena son enquête en leur montrant des images de dinosaures. Or, à la vue d'un brontosaure, tous les indigènes s'accordèrent à reconnaître en lui un animal très rare vivant dans les lacs lointains et qu'ils baptisaient Nyamala. Seuls quelques-uns d'entre eux, les plus habiles chasseurs, l'avaient aperçu. L'amiral Richard Byrd a été l'un des pionniers de l'aviation américaine et un des premiers explorateurs à atteindre le pôle Nord par voie aérienne en mars 1926. Les expéditions polaires de l'amiral se sont trouvées depuis au centre de discussions passionnées sur la notion de terre creuse. On a ainsi affirmé qu'il n'avait pas survolé les pôles, mais qu'il était descendu dans les grandes crevasses qui conduiraient au centre de la Terre. Plusieurs livres devaient reprendre cette curieuse thèse. L'amiral aurait raconté au cours des échanges radio qu'il voyait au-dessous de lui, non pas de la glace, mais des forêts, des montagnes, de la végétation, des lacs, des rivières et même un étrange animal qui ressemblait à un mammouth. Mais les contradictions se succèdent lors des vols suivants et la véracité de ces dires fut naturellement mise en doute. Les scientifiques ont parfois été tentés par cette théorie de la Terre creuse. Au XVIIIe siècle, le mathématicien Leonhard Euler avait cru pouvoir déduire de ses calculs que la Terre était creuse, qu'elle était habitée et qu'elle contenait une sorte de soleil intérieur. Edmund Halley, le célèbre découvreur de la comète, pensait également que la Terre était creuse et renfermait 3 planètes. En 1870, John Cliff Symes, héros de la guerre de sécession, a failli obtenir un soutien financier pour une expédition destinée à prouver que le centre de la Terre était bien creuse et habitable. Rien ne soutenait réellement cette théorie, sinon l'espoir qu'un jour elle se confirmerait. Le Troisième Reich s'intéressa aussi à cette théorie à cause d'une hypothétique race aryenne qui habiterait le monde disparu de Thulé à l'intérieur de la Terre. Ils menèrent une expédition pour prouver que la Terre était bien creuse. Il est étrange qu'on puisse encore soutenir de telles thèses. Non seulement on connaît avec une relative précision la composition des couches successives qui forment la planète, du noyau à l'écorce proprement dite, mais encore on sait faire toutes sortes de mesures exactes sur ces mêmes couches ou sur la densité réelle de la Terre.
conclusion, la grotte d'Anaïka au Mexique est bien réelle, ainsi que la découverte de la ringwodite qui pourrait rendre possible une certaine mer intérieure. Pour les dinosaures, plusieurs expéditions ont été menées et les témoignages sont plus que troublants. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la Terre n'est pas creuse, mais on peut parier que la légende restera encore pour très longtemps. Jules Verne nous fait voyager dans l'imaginaire, mais avec Jules Verne, la fiction devient quelquefois réalité.